présente, Olivier Curie, je suis chargé de mission au Conservatoire d'espace naturel de Picardie. Donc effectivement, on va continuer sur le même territoire, la moyenne vallée de l'Oise, donc en s'intéressant cette fois-ci à d'autres milieux naturels remarquables, les prairies de fauche inondables. Donc l'angle de l'intervention, c'est de voir, pour rattacher un petit peu l'intervention à la thématique de la session, c'est de voir quelles sont les contraintes qui s'exercent sur la conservation de ces milieux naturels, qui sont étroitement liées à la mise en place de pratiques agricoles. Et puis de voir également comment la richesse biologique de la vallée de l'Oise est également un atout pour développer des projets agro-environnementaux, en s'appuyant sur l'exemple d'un projet d'un collectif d'agriculteurs qui a constitué un GI2E, donc un groupement d'intérêt économique et environnemental, avec un projet de valorisation du foin de la vallée. Donc le plan de mon intervention sera le suivant. Je commencerai par présenter rapidement les principaux enjeux de conservation de la vallée de l'Oise, des prairies inondables en tout cas. On verra ensuite l'évolution des usages et de la place des prairies inondables dans les systèmes d'exploitation, et comment les programmes agro-environnementaux qui ont été mis en œuvre depuis un certain nombre d'années ont contribué à la conservation de ces habitats. Puis je finirai en présentant le projet du GI2E Agriculture Environnement Vallée de l'Oise et son projet de valorisation du foin. Donc tout d'abord, pour resituer le Conservatoire d'espaces naturels vis-à-vis du sujet, donc le CNE Picardie intervient depuis très longtemps en Vallée de l'Oise, notamment via la mise en œuvre de projets LIFE, donc deux consécutifs dans les années 90 et un plus récemment centré sur le Ral des Genêts. Donc ces projets LIFE qui ont permis de développer sa maîtrise foncière sur ce territoire, avec aujourd'hui environ 450 hectares de surface gérée, dont 350 hectares de prairies, qui sont confiés à la gestion des agriculteurs via des contrats de mise à disposition, soit à titre gratuit, soit des contrats payants de type BO à clause environnementale. Le Conservatoire participe également depuis le début à l'animation des programmes agro-environnementaux avec les organismes agricoles, donc Chambre d'agriculture, ADASEA, etc. Le Conservatoire a également rédigé le document d'objectifs et participe à l'animation du site Natura 2000 depuis 2002. Donc cet ancrage territorial lui a naturellement conduit à assister le GI2E AEVO dans son projet de valorisation du foin. Donc rapidement, pour présenter le territoire, il a déjà été évoqué dans l'exposé précédent. Donc le site Natura 2000 de la vallée de l'Oise fait environ 6000 hectares, il est à cheval sur le département de l'Oise et de l'Yonne. C'est à la fois un site désigné au titre de la directive Habitat et puis au titre de la directive Oiseaux. Donc il correspond à la vallée alluviale de l'Oise, dans la partie où celle-ci s'élargit, notamment au sud de l'agglomération de la Ferté-Normande jusqu'à Tourotte dans l'Oise. Donc l'occupation du sol a été fortement déterminée par les contraintes liées aux inondations. C'est un territoire agricole avec une surface agricole utile qui représente 60% de la surface du site. Et au sein de cette surface agricole utile, on compte, pour l'essentiel, elle est composée de prairies avec 3000 hectares répartis sur l'ensemble du site. Alors les différents modes de gestion des prairies, on en distingue trois. Les prairies qui sont fauchées, qui sont uniquement fauchées, qui représentent une minorité, 14%. Les prairies qui sont fauchées puis pâturées, donc le pâturage de regain se met en place en général 3 à 4 semaines après la fauche. Donc ça correspond vraiment à la majorité des modes d'exploitation. Et puis les prairies qui sont uniquement pâturées. Donc ça, c'est des chiffres qui sont un petit peu anciens. Ils ont une quinzaine d'années. On peut supposer qu'avec la décroissance du nombre d'animaux sur ce territoire, la première catégorie se verrait un petit peu augmenter au détriment des deux secondes. Pour ce qui est des intrants et des prairies qui sont assez peu fertilisées par les agriculteurs, elles reçoivent naturellement la fertilisation naturelle par les dépôts de limon liés aux inondations. Donc rapidement, pour présenter les principaux habitats, la phytosociologie des prairies est assez complexe, j'espère pas faire trop de raccourcis ou d'approximations. Donc parmi les végétations remarquables, on a des prairies de fauche hygrophiles non fistueuses, donc elles sont un petit peu en contact avec les groupements présentés dans l'exposé précédent. On va rencontrer des espèces patrimoniales, notamment des espèces protégées comme la stellaire des marais, la véronique à Cusson, puis d'autres espèces rares à l'échelle de la Picardie comme la lèche des renards. Donc ce sont des prairies très diversifiées d'un point de vue floristique. Sous l'influence du pâturage, elles vont évoluer vers des prairies pâturées à patience crépue, à lupins et. Donc c'est les prairies qu'on va trouver au niveau topographique les plus bas en fait.
Au niveau topographique supérieur, on rencontre les prairies de fauche avec sénescence aquatique et un autre affluent de Sillalus. Donc ça, c'est un habitat très typique de la vallée de l'Oise, qui a été décrit d'ailleurs pour la première fois sur ce territoire. Un habitat très très diversifié d'un point de vue floristique, avec un certain nombre d'espèces patrimoniales qui sont présentées là, le nantafeu de Sillalus, le sénescon erratique, le brome en grappe et le cumin des prés. Donc c'est des prairies qui sont très dépendantes des modes d'exploitation, notamment de la fauche tardive et de faible niveau de fertilisation. Donc, sous l'influence du pâturage, elles vont évoluer vers des prairies pâturées à roches fossées et des livrées vivaces. Ensuite, on a un niveau topographique encore supérieur des prairies plus mésophiles qui sont rattachées aux arénatérées. Donc là, la phytosociologie se complique un petit peu. On a divers syntaxons qui ne s'expriment pas forcément très bien. En général, on rattache ces prairies-là à des prairies de fauche à cochetilles d'automne et à fromentales élevées. Donc ils sont également très diversifiés d'un point de vue floristique, avec peut-être un peu moins de richesse en termes d'espèces patrimoniales que les associations présentées précédemment. Malgré tout, ce sont les seuls habitats de prairies qui sont d'intérêt communautaire sur le site. Et donc ces prairies évoluent également sous l'impact du pâturage, du piétinement et du tassement des sols vers des prairies à livrées vivaces et à cénosure crétaine. Donc ces grands ensembles de prairies constituent également l'habitat pour un cortège de faune très varié, notamment en ce qui concerne l'avifaune, avec tout le cortège de l'avifaune nicheuse, les faunes prairiales nicheuses. On pense notamment au tarier des prés, espèce en déclin en France, au courlis cendré, la vallée d'Oise est l'unique site où cette espèce se reproduit en Picardie, avec une dizaine de couples par an. Bien évidemment le ral Déjeuner, qui est l'espèce un petit peu emblématique des vallées alluviales en France, dont le statut de conservation est très très précaire à l'échelle de l'Europe. Puis en termes d'insectes, on a aussi la plus grosse population de culrés des marais, espèce de l'annexe de la directive Habitat, plus grosse population de Picardie. Donc pour retracer très rapidement l'historique d'usage de ces prairies en vallée de l'Oise, c'est des prairies qui ont joué un rôle économique important pendant très longtemps, notamment jusque dans les années 30, où le commerce du foin était florissant. Il alimentait notamment l'élevage équin, les chevaux étaient très répandus, ils étaient utilisés dans les transports, dans l'armée, dans l'agriculture, pour tracter les outils agricoles. Le déclin de ce commerce de foin va progressivement atténuer l'importance économique de ces prairies de fauche. Donc on avait également la pratique de la laine pâture sur ce territoire, à savoir qu'une fois que les prairies étaient fauchées, les agriculteurs pouvaient conduire leurs animaux à paître. Donc c'était des prairies uniquement fauchées en première intervention. Ensuite, au tournant durant la seconde moitié du XXe siècle, on connaît l'initiation de l'agriculture, qui s'est notamment accélérée avec la mise en place de la politique agricole commune. Donc l'exploitation s'individualise, l'utilisation d'engrais chimiques, la mécanisation croissante permet une exploitation plus précoce des prairies, une exploitation plus rapide. Globalement, le pâturage se développe également. Et puis plus récemment, on assiste un petit peu à un déclin de l'élevage qui va encore réduire l'importance de ces prairies dans le système d'exploitation de la vallée, et puis avec des pressions supplémentaires qui apparaissent sur les prairies, notamment l'arrivée de l'exploitation des carrières de granulats qui vont amputer la vallée alluviale d'une certaine quantité de surface de prairie. Et puis également, c'est évoqué dans un exposé ce matin, la populiculture qui malgré tout a aussi contribué à menacer l'existence de ces prairies. Donc pour présenter un petit peu les exploitations agricoles qu'on rencontre aujourd'hui sur le territoire de la vallée de l'Oise, ce sont des exploitations de petite taille, ce sont des exploitations familiales qui restent orientées vers l'élevage, donc avec un élevage aujourd'hui majoritairement de vaches allaitantes. Il y a eu un basculement dans les années 80 d'un élevage plutôt laitier vers un élevage plutôt de vaches allaitantes, avec une dominance de polyculteurs éleveurs. Les agriculteurs exploitent également des terres de culture sur les plateaux. Les exploitations vraiment spécialisées en élevage ont quasiment disparu aujourd'hui. Et puis, d'un point de vue sociologique, un vieillissement des chefs d'exploitation avec un faible taux de transmission, également un faible taux d'installation de jeunes agriculteurs. Alors, dans les années 90,
apparaissent, avec les réformes de la PAC, apparaissent les notions de multifonctionnalité de l'agriculture et le développement rural. Ça coïncide également avec la mise en œuvre des directives européennes, directives oiseaux, directives habitat. Donc cela se traduit par la mise en œuvre de programmes agro-environnementaux qui vont permettre d'une part de préserver ces préinondables en développant des pratiques extensives, et puis de soutenir les exploitations agricoles relativement fragiles. Donc les MAE sont des contrats de 5 ans, les agriculteurs sont indemnisés en compensation du respect d'un cahier des charges de bonnes pratiques. Les pratiques qui sont encouragées en Vallée d'Oise sont notamment la réduction des intrants, avec la baisse ou l'absence de fertilisation, l'interdiction des traitements phytosanitaires, des retards de fauche pour prendre en considération la production notamment de la niche en prairie, des techniques de fauche comme la fauche centrifuge, le maintien de bancs de refuge fauchés très tardivement, encore une fois pour maintenir des habitats favorables, notamment au ras de gelée très tard en saison, et puis la reconversion de culture en prairie. Donc ces programmes agro-environnementaux se sont succédés sans discontinuer depuis les années 90. On a eu au démarrage les opérations locales agro-environnementales, ensuite les contrats territoriaux d'exploitation, puis les contrats d'agriculture durable. À partir de 2007, les MAET, mesures agro-environnementales territorialisées, puis depuis 2015, les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc on a assisté à un niveau de contractualisation assez important dès le début de ces projets, avec une augmentation au fur et à mesure d'ailleurs des surfaces contractualisées. On atteint au plus fort de la contractualisation dans les années 2013-2014 un chiffre de 1700 hectares de prairies engagées en MAE, ce qui représente 55% du site. Et puis on remarque également une tendance à l'augmentation des contractualisations sur les contrats les plus exigeants, notamment en termes de fertilisation et de retard de fauche. Donc ces programmes agro-environnementaux ont assumé ces fonctions-là, de soutien aux exploitations, malgré tout. Elles ont permis de revaloriser les surfaces herbagères dans un contexte où on a vu qu'il y a un certain nombre de pressions se faisaient sur leur conservation. Elles ont eu un impact sur le patrimoine naturel, forcément, pas forcément au niveau attendu. Sur le ras de gelée, par exemple, les résultats sont mitigés. C'est une espèce qui continue son déclin malgré la mise en œuvre de ces projets. Par contre, il y a eu un intérêt aussi. L'autre intérêt de ces projets, ça a été de sensibiliser les agriculteurs au rôle qu'ils avaient en termes de préservation des paysages et de la biodiversité. On verra que ça joue un rôle dans le projet que je vais présenter tout à l'heure. Malgré tout, les difficultés liées à l'élevage persistent et la question de la valorisation de ces surfaces herbagères se pose toujours. C'est ce qui a amené justement un groupe d'agriculteurs à réfléchir à comment valoriser ces surfaces herbagères et aussi essayer de valoriser les pratiques qu'ils mettaient en œuvre depuis 20 ans dans le cadre des MAE. Donc cette association d'agriculteurs qui se prénomme Agriculture Environnement Vallée d'Oise a été mise en œuvre en 2013. Elle a été en fait pour répondre à l'opportunité de répondre à un appel à projet du ministère de l'Agriculture en faveur de l'agroécologie, qui finançait des démarches collectives qui avaient pour but d'améliorer les performances économiques des exploitations, mais également leur impact sur l'environnement. Donc l'association AEVE a obtenu le label G2E en 2015. Donc pour répondre à l'appel à projet, AEVE s'est associé à différents partenaires techniques et scientifiques, la Chambre d'agriculture de l'Aisne, le Conservatoire d'espaces naturels, l'Institut La Salle Beauvais. C'est un projet qui est signé en œuvre sur 3 ans, 2014-2016, avec pour objectif de réfléchir à la possibilité de mettre en place une filière de valorisation du foin, un foin à forte valeur ajoutée qui soit à la fois liée à sa qualité intrinsèque en tant que produit agricole, mais également par rapport à la reconnaissance des services rendus par les modes de production vis-à-vis de la protection de l'environnement et des milieux naturels remarquables. Donc ce projet se déclinait en 4 actions. La création d'un observatoire du foin qui visait à évaluer les différentes qualités du foin, qualité fourragère, qualité biologique. Donc le lien entre ces 2 types de qualités, et puis également le lien entre les modes de production, date de fauche et date de fertilisation.
Tout ça dans l'objectif de construire un cahier des charges de production qui concilie au mieux la qualité fourragère et prise en compte des enjeux environnementaux. L'action numéro 2 consiste en étude de marché pour identifier les débouchés potentiels pour la commercialisation du foin. L'action numéro 3 consiste en la mise en place opérationnelle de la filière de production et de commercialisation du foin. Puis l'action 4 comprenait des actions de communication autour du projet, notamment des journées portes ouvertes dans les exploitations ou l'organisation d'une fête du foin. Donc rapidement, pour l'Observatoire du foin, 2 études ont été réalisées qui comprenaient comme élément commun des relevés phytosociologiques pour essayer d'évaluer la qualité biologique des prairies au regard de variables comme la diversité spécifique, la richesse en espèces patrimoniales ou l'affinité des cortèges au cortège de référence des prairies fauches. La variable pratique agricole a été évaluée sur la base d'enquêtes auprès des exploitants agricoles. Donc l'échantillonnage s'est auparavant fait sur des parcelles engagées en MAE, où on disposait en théorie d'une certaine connaissance de l'antériorité des pratiques sur un laps de temps connu. En 2014, l'étude a été couplée par du prélèvement de foin sur pied pour faire des analyses de paramètres de valeur alimentaire sur des fourrages séchés. Et puis en 2015, l'étude s'est plutôt portée sur l'analyse des paramètres physiques qui pouvaient également expliquer la structuration des cortèges floristiques, notamment pour expliquer quelques résultats surprenants issus de l'étude de 2014. Alors quelques grands résultats, c'est des choses qui ne sont pas révolutionnaires, qui ont déjà été démontrées dans des études similaires réalisées sur d'autres secteurs. Donc on constate d'une part que la composition floristique des prairies est largement influencée par le degré d'inondabilité des parcelles. L'état de conservation, notamment la diversité floristique, est optimal dans les prairies non fertilisées. Donc ça c'était attendu aussi. La date de fauche optimale se situe vers fin juin, début juillet pour la majorité des cortèges. Donc ces 2 observations sont surtout valables pour les prairies mésotrophiles à prairie à Nantaphelicianus et sénescents aquatiques, où on constate notamment une dégradation des cortèges dès un niveau de fertilisation relativement faible. C'est moins vérifié pour les prairies plus mésophiles. L'état de conservation des cortèges est meilleur dans les prairies fauchées exclusivement que dans les prairies conduites de façon mixte avec un pâturage eurolien. Puis on a également observé que la fauche très tardive au-delà du 15 juillet n'apportait pas un bénéfice très important par rapport au cortège floristique. Par contre, c'est un critère qu'il faudra prendre en compte dans la construction du cahier des charges, notamment pour prendre en compte les enjeux liés à la reproduction de l'avifaune. Donc quelques résultats sur la qualité fourragère et l'influence des pratiques sur cette qualité. Donc l'influence de la fertilisation, on ne constate pas d'effet significatif sur la valeur énergétique. On constate une diminution du taux de protéines, sans doute en lien avec la régression des légumineuses dans les prairies fertilisées en azote. Et puis une influence sur la biomasse, forcément. L'influence du retard de fauche, c'est un retardement de fauche d'un mois, avec des prélèvements début juin puis des prélèvements début juillet. On constate une influence négative à la fois sur la valeur énergétique et la teneur en protéines et la digestibilité, avec un gain en biomasse. Il y a une période de fauche, une période de pousse plus longue. Donc, globalement, un foin, si on résume ses caractéristiques, avec des teneurs en protéines plutôt faibles comparativement à d'autres foins, notamment le foin de Normandie, c'était un foin qui est à celle de référence à la qualité du foin de la moyenne de l'Oise. Une valeur énergétique qui reste correcte, y compris pour des foins récoltés assez tardivement. Donc c'est des caractéristiques qui permettent d'envisager une valorisation zootechnique assez large. C'est un foin qui ne sont pas adaptés aux animaux en production, comme les vaches laitières ou les bovins à l'engraissement. Par contre, c'est un foin qui est tout à fait satisfaisant pour des animaux à l'entretien. Donc l'action 2, c'était l'étude de marché qui a été réalisée par un groupe d'étudiants de l'école d'ingénieurs de la Salle Beauvais. Ils ont identifié 3 débouchés potentiels, les centres équestres, les zoos et les grandes surfaces spécialisées. Donc ça, ce sont les animaleries, jardineries qui commercialisent du foin, notamment pour les petits rongeurs, les animaux domestiques, lapins, hamsters, etc. Voilà, donc ils ont mené des enquêtes auprès des clients potentiels en essayant d'évaluer les volumes que représentait chaque marché, la qualité des produits attendus en termes de qualité alimentaire, la qualité des services attendus en termes de conditionnement du produit, en termes de livraison,
une évaluation de la concurrence, où se fournissaient ces clients potentiels. Et puis, chose importante, la sensibilité à la démarche qualité d'AEVO, à savoir est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher un produit qui, justement, fait valoir un respect des enjeux environnementaux sur les territoires et économiques. Donc, les atouts et contraintes de chaque marché ont été évalués. Donc, ce qu'il en ressort, pour faire très rapidement, c'est que le marché peut-être qui est le plus facile à cibler dans un premier temps, c'est le marché des zoos, qui représente de gros volumes, avec une qualité attendue pas forcément exceptionnelle. Le critère principal, c'est l'acceptabilité du foin des animaux. Et puis surtout, c'est l'acteur qui semble le plus sensible en fait, à la démarche qualité, forcément à l'image de marque du produit. Comparativement, les centres de caisse, eux, recherchent un produit de qualité satisfaisante au moindre coût possible. Donc pour finir, la mise en place concrète de la filière. Donc plusieurs réalisations ont lieu durant le projet. Le choix de la forme juridique de la structure. Donc l'AEVE a choisi de maintenir son statut associatif avec un fonctionnement qui fait que l'association achète le foin à l'éleveur et c'est l'association qui le revend. Mais refacture des frais de fonctionnement à l'éleveur. Le cahier des charges de production a été établi, donc avec, ça reprend grosso modo les choses qu'on trouvait dans les cahiers des charges de MAE. C'est un foin produit sans intrants, sans fertilisation, sans traitement phytosanitaire, avec l'obligation pour l'agriculteur qui souhaite intégrer la filière de laisser un pourcentage de ses parcelles en fauche tardive. L'obligation également de laisser des bancs de refuge, et puis l'obligation de pratiquer la fauche centrifuge et d'utiliser une barre d'effarouchement au moment des fauches. Donc un règlement intérieur a été produit également, qui précise les statuts d'association et son fonctionnement interne. Une évaluation des coûts de production a été faite, ce qui a permis de faire un barème de prix en fonction d'une gamme de produits, en fonction du type de conditionnement ou de la qualité, soit du foin de fauche tardive ou du foin récolté plus précocement. Et puis une marque a été élaborée et déposée à l'INPI, ça s'appelle le foin de notre vallée. Donc pour les perspectives, c'est vendre du foin, parce qu'actuellement le cadre a été posé, il y a un certain travail qui a été réalisé. Malgré tout, il reste presque le plus dur, à savoir aller démarcher les clients qui ont été contactés dans un premier temps par les étudiants de l'Institut La Salle, les convaincre de la qualité du produit et de la qualité de la démarche. Ce qui n'est pas simple d'ailleurs pour les éleveurs qui ont à gérer leur exploitation, ils ne sont pas forcément non plus formés pour ce genre de démarche commerciale. Voilà, j'ai fini. Les MAE, du coup, j'ai pu comprendre qu'il y avait beaucoup cette notion de retard de fauche, après, sur des règlements sur la fertilisation, mais est-ce que vous pensez que c'est des mesures assez importantes ou qui passent bien chez les agriculteurs? Comment c'est accepté au niveau de ce retard de fauche? Et est-ce que c'est une solution? On voit que parfois dans les résultats, en fait, on n'a pas forcément un bénéfice sur le cortège végétal. Alors peut-être qu'il y a je suis peut-être passé un peu rapidement, là j'étais un peu... Au niveau d'acceptabilité, au niveau des exploitants? Ça a été progressif, mais en fait c'est aussi lié à l'évolution des... je sais que j'ai pas trop le temps de développer cet aspect-là, mais du coup, grosso modo, on assiste même très récemment à une évolution. Les agriculteurs aujourd'hui en fait se séparent de leurs animaux. Il y a beaucoup qui vendent leurs troupeaux ou qui souhaitent le réduire simplement pour gagner en qualité de vie. Et donc ils valorisent plus le foin sur leur exploitation, donc ils ont moins d'exigences vis-à-vis de cette qualité, notamment les éleveurs laitiers par exemple, eux, ont besoin d'une qualité fourragère très importante. Déjà on passe sur des systèmes plutôt de production de vaches allaitantes qui ont des exigences moins fortes en termes de foin. Donc, pour des animaux d'entretien, c'est ce que j'expliquais, un foin de fauche tardive, ça peut faire l'affaire. Et de plus en plus, on a des agriculteurs qui ne sont même plus éleveurs, qui doivent valoriser ces surfaces de prairies de fauche, parfois ils vendent le foin sur pied, donc là ils n'ont aucun souci à prendre des contrats de fauche tardive parce que de toute façon c'est tout bénéf pour eux, ils vendent le foin sur pied et en plus ils récupèrent la prime d'année. Donc voilà, après c'est un travail de longue haleine, les premiers projets environnementaux sont mis en œuvre dans les années 90, au départ c'est effectivement, il a fallu convaincre, etc. Et puis au fur et à mesure, c'est
des pratiques qui se sont développées, qui sont aujourd'hui, je pense, relativement bien acceptées par les adultes. Aujourd'hui, l'élevage est quand même un peu sinistré, que ce soit du côté du lait ou du côté de la viande. Nous peinons à essayer de persuader le ministère de l'Agriculture et l'Europe de mettre en place une ISZH, une indemnité spécifique zone humide, un petit peu parallèle à ce qu'on fait pour la montagne, pour l'handicap naturel. Les agriculteurs sont un petit peu désespérés. Il faut savoir qu'il y a même 3 éleveurs qui se suicident par semaine aujourd'hui en France. C'est quand même lourd de conséquences humaines, mais environnementales par rapport aussi à l'abandon d'un certain nombre de pratiques. Est-ce que dans cette vallée de l'Oise, quelle est la pyramide des âges? Est-ce qu'on a affaire à des agriculteurs en fin de parcours ou est-ce qu'on a encore, je dirais, un recrutement pour des jeunes? On n'a pas d'études récentes en fait sur cette sociologie-là. On disait déjà il y a 15 ans qu'on avait une population agricole qui vieillit. Effectivement, aujourd'hui, par rapport à nous, on travaille avec une soixantaine d'agriculteurs de façon assez proche, puisque ce sont eux qui exploitent les parcelles du conservatoire. C'est vrai qu'on tourne souvent vers une moyenne d'âge de 55 ans, avec des gens qui vont partir en retraite dans 5-10 ans. Voilà. Les enfants ne reprennent pas l'exploitation, souvent c'est des agriculteurs qui s'agrandissent en fait, qui récupèrent des parcelles. Donc quelque part, ça peut entraîner moins d'animaux, une extensification des pratiques, ça peut avoir un impact positif, mais malgré tout, ça peut aussi. Voilà. Non, c'est des questions effectivement qui se posent fortement. Donc, ça reste fragile malgré tout le travail qui est fait. Oui, voilà, et puis donc cette filière de valorisation du poids, on voit quand même malgré tout, bon, c'est vrai qu'on essaie de présenter les points les plus positifs, parce que c'est un travail assez intéressant qui a été mené, malgré tout les débouchés pour le moment ne font pas des perspectives non plus vraiment fantastiques.